Mes parents m'ont poursuivi en justice pour me voler mon domaine de 3 millions d'euros au bord du lac, prétendant avec le plus grand sérieux que je le devais à ma sœur au chômage. Je m'appelle Sylvain. J'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur structure principale, spécialisé dans les grands projets commerciaux. L'air de mon salon était lourd de tension, sentant légèrement le bois de cèdre coûteux qui tapissait les plafonds cathédrales de la maison que je venais d'acheter. C'était un immense domaine de 3 millions d'euros situé au bord d'un lac immaculé, près d'Annecy, entouré de vieux pins. J'avais sacrifié 10 ans de ma vie pour cet endroit. 10 ans à travailler 80 hours par semaine, à me priver de vacances, à manger des repas bon marché et à étudier des plans jusqu'à ce que mes yeux saignent. Et pourtant, assis sur mon canapé en cuir sur mesure, buvant mon vin millésimé hors de prix, se trouvaient mes parents, Henri et Béatrice. Juste à côté d'eux se tenait ma jeune sœur, Maëlys. Elle avait 28 ans, était au chômage chronique et tournait actuellement sur elle-même dans le salon, son téléphone fixé à un anneau lumineux. Elle se disait coach de vie et podcasteuse. En réalité, c'était une parasite professionnelle qui vivait entièrement au crochet des comptes bancaires de mes parents. Elle filmait la vue panoramique sur le lac pour ses maigres 300 abonnés, faisant comme si l'endroit lui appartenait déjà. Henri s'est raclé la gorge. C'était ce bruit autoritaire spécifique qu'il faisait toujours juste avant de donner un ordre auquel il s'attendait à ce qu'on obéisse sans poser de questions. Il a tapoté son index contre le bord de ma table basse en verre. « Sylvain, tu es au travail toute la journée ?» a-t-il commencé, sur un ton dégoulinant d'une autorité totalement injustifiée. Cette maison est beaucoup trop grande pour un homme célibataire. Maëlys a besoin d'un espace calme et inspirant pour vraiment développer sa carrière de podcasteuse. Ta mère et moi pensons que tu devrais transférer l'acte de propriété à son nom, ou à tout le moins, lui permettre d'y vivre à plein temps pendant que tu prendras la chambre d'amis quand tu viendras en visite. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. L'audace pure de ses paroles flottait dans l'air comme une odeur nauséabonde. J'ai regardé Béatrice, qui hochait la tête, le visage figé dans un masque d'arrogance. J'ai regardé Maëlys, qui avait arrêté de filmer et me souriait, s'attendant pleinement à ce que je lui remette les clés de mon royaume. J'ai laissé échapper un long et lourd soupir. La fatigue dans mes os me semblait plus lourde que les piliers de béton que je concevais pour les gratte-ciel. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 ans d'affilée pour acheter cette maison, ai-je dit, en gardant ma voix dangereusement basse et calme. Personne ne me la prendra. Vous n'avez absolument aucun droit de me demander cela. Ma maman a eu un hoquet de stupeur, portant la main à son collier de perles comme une mauvaise actrice dans un feuilleton à l'eau de rose. Mon père a plissé les yeux, la mâchoire serrée. Il me regardait comme si je venais de commettre un crime impardonnable contre l'humanité. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'une colère soudaine, mais d'une amertume profonde et familière. J'avais toujours été un distributeur automatique invisible à leurs yeux. Ils me regardaient avec un pur dégoût. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma mère avait déjà caché une épaisse liasse de documents juridiques à l'intérieur de son sac à main de marque. Pour comprendre le délire total qui se jouait dans mon salon, il faut revenir sur le musée de la douleur qu'était mon enfance. En grandissant, j'ai vite compris que l'amour dans notre foyer était une ressource limitée, et que j'en étais totalement privé. Laissez-moi vous présenter la pièce à conviction A. J'avais 16 ans. J'avais passé 4 mois à construire méticuleusement une maquette à l'échelle d'un pont suspendu pour un concours scientifique régional. J'avais calculé la tension, collé chaque minuscule morceau de bois de balsa et était resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour le perfectionner. J'ai remporté le premier prix. J'étais si fier que j'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai rapporté l'immense trophée et la maquette à la maison, m'attendant à un dîner de fête, un câlin, n'importe quoi. Au lieu de cela, j'ai retrouvé mon pont jeté négligemment dans le garage humide. 2 des câbles principaux étaient cassés. Ma mère avait eu besoin de la table de présentation du salon pour le nouveau projet artistique de Maëlys. Maëlys avait passé 20 minutes à étaler de la gouache bon marché sur une toile. Mes parents l'avaient fait encadrer. Mon pont est resté brisé dans le noir. La pièce à conviction B était ma remise des diplômes universitaires. J'avais maintenu une moyenne parfaite tout en cumulant 3 emplois à temps partiel horribles juste pour pouvoir me payer mes manuels scolaires. Le jour de la cérémonie, je me tenais dans ma robe académique, scrutant l'immense auditorium bondé. J'ai cherché chaque visage dans les tribunes. Vide. Les sièges que j'avais réservés pour ma famille étaient totalement vides. Plus tard,
j'ai appris qu'ils avaient fait 3 heures de route dans la direction opposée pour emmener Maëlys à un week-end de retraite de méditation parce qu'elle se sentait légèrement dépassée par ses cours de BTS, des cours qu'elle a d'ailleurs fini par abandonner. Enfin, il y a la pièce à conviction C, la pilule la plus amère de toutes, les finances. Tout au long de mon parcours universitaire, mon compte bancaire oscillait fréquemment autour de zéro. Il survivait avec des nouilles instantanées bon marché et des sandwichs au beurre de cacahuète. J'ai contracté des prêts étudiants massifs qui m'empêchaient de dormir la nuit, terrifié par cette dette écrasante. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents parce que je connaissais déjà la réponse. Pendant ce temps, Maëlys a raté son permis de conduire 4 fois parce qu'elle refusait de s'entraîner. Quand elle l'a enfin obtenu à sa 5e tentative, Henri et Béatrice lui ont acheté une voiture de sport rouge flambant neuve. Ils ont payé en espèces. Si vous avez déjà été l'enfant invisible ou le bouc émissaire de votre famille, laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez. Vous savez exactement ce que l'on ressent. Cette sensation constante et épuisante que rien de ce que vous ferez ne sera jamais assez bien. La réalité usante que vos plus grandes réussites seront toujours éclipsées par le simple fait que l'enfant roi se réveille le matin. En vérité, les enfants invisibles finissent par cesser de chercher l'approbation. Nous apprenons à construire nos propres châteaux avec les briques qu'ils nous ont jetées. Et c'est précisément là que les vrais ennuis commencent, car les familles toxiques ne supportent pas de voir le bouc émissaire réussir sans elles. Je pensais que cette injustice n'était qu'un souvenir amer du passé. Je pensais que l'achat du domaine au bord du lac était mon échappatoire ultime, une barrière physique entre ma réussite et leur dénigrement constant. Mais le cauchemar prenait simplement une nouvelle forme terrifiante. J'ai réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller quand je suis rentré plus tôt le lendemain et que j'ai trouvé un papier froissé posé sur le coin du bureau de Maëlys. Je venais de terminer une nouvelle semaine de travail éprouvante. Mon cerveau était vidé par les calculs de capacité de charge et les disputes avec des entrepreneurs têtus. Tout ce que je voulais, c'était m'asseoir sur ma terrasse, écouter l'eau clapoter contre le ponton et profiter du silence de mon sanctuaire à 3 millions d'euros. Au lieu de cela, je me suis garé dans mon allée et j'ai vu 4 voitures inconnues garées sur mon béton fraîchement coulé. Une musique lourde de basse faisait vibrer les vitres de mes fenêtres. J'ai poussé la porte d'entrée et j'ai pénétré dans un chaos absolu. Maëlys avait invité tout son cercle d'amis influenceurs ratés et sans emploi. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas qui buvaient mes bouteilles d'alcool hors de prix, mangeaient ma nourriture et marchaient sur mes tapis blancs sur mesure avec des chaussures pleines de boue. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le bruit d'une porcelaine qui se brise. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai vu mon vase en céramique antique, une pièce que j'avais achetée lors d'une vente aux enchères en Toscane, brisée en une douzaine de morceaux sur le parquet. Maëlys se tenait juste à côté, ricanant avec un type qui tenait un gobelet en plastique rouge. « Sortez d'ici !» Ma voix n'était pas un cri. C'était un grondement bas et terrifiant qui a coupé net la musique atroce. Le silence s'est fait instantanément dans la pièce. Maëlys a levé les yeux au ciel, croisant les bras comme une enfant gâtée. « Oh mon Dieu, Sylvain, détends-toi. Ce n'est qu'un vase. On crée du contenu. Tu es tellement égoïste. La famille est censée partager ses bénédictions. » Je n'ai pas discuté. J'ai attrapé le type au gobelet rouge par le col de sa chemise et je l'ai poussé vers la sortie. « Sortez de chez moi avant que j'appelle la police et que je vous fasse tous arrêter pour violation de domicile. » Maintenant. Ils se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. En moins de 3 minutes, la maison était vide, à l'exception de Maëlys et de moi. Elle me hurlait dessus, le visage rouge de rage, me traitant de monstre, de vendu corporatiste sans cœur qui préférait les objets aux gens. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. C'était Béatrice. J'ai répondu en haut-parleur. « Sylvain, comment as-tu pu » a pleuré ma mère à travers le haut-parleur, sa voix entrecoupée de sanglots exagérés. « Tu détruis la santé mentale de ta sœur. Elle voulait juste montrer son nouvel environnement à ses amis. Tu la traumatises profondément. » J'ai raccroché. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement pointé la porte du doigt. Maëlys a attrapé son sac de créateur, a tapé du pied et a claqué la lourde porte en chêne si fort que les murs en ont tremblé. J'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer le désordre dégoûtant qu'ils avaient laissé derrière eux. J'ai frotté les taches de vin sur le tapis. J'ai soigneusement balayé les éclats de mon magnifique vase italien, puis je suis allé dans la chambre d'amis que Maëlys s'était temporairement appropriée pour ramasser les déchets qu'elle y avait laissés.
C'est là que je l'ai vu. Posé sur la table de chevet se trouvait un formulaire de demande de prêt professionnel froissé et partiellement rempli. J'ai aplati le papier, mes yeux parcourant le texte imprimé. Mon sang s'est glacé. Maëlys essayait d'obtenir un prêt bancaire de grande envergure pour sa société de production de podcasts. Et sur la ligne réservée aux garanties, elle avait inscrit l'adresse exacte de mon domaine au bord du lac. Elle s'était même exercée à imiter ma signature dans les marges du document. Son avidité n'était plus seulement agaçante. Elle était criminelle. Ils essayaient de me voler ma maison dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le seul numéro qui comptait désormais, Gérald, mon avocat. Il était temps de partir en guerre. La déclaration de guerre n'est pas arrivée avec des cris ou une musique dramatique. Elle est arrivée discrètement un mardi matin par lettre recommandée avec accusé de réception. J'étais assis à l'îlot de ma cuisine, buvant un café noir, quand le facteur m'a remis l'épaisse enveloppe Kraft. Je l'ai déchirée. Le jargon juridique était dense, mais le message était limpide. Henri et Béatrice Lefebvre me poursuivaient officiellement en justice. Le motif d'action indiqué sur le document était l'enrichissement sans cause. Ils prétendaient que, parce qu'ils m'avaient fourni le soutien émotionnel et fondamental d'un foyer aimant, pendant mon enfance, ils avaient légalement droit à une part de propriété de 50% de mon domaine au bord du lac. Ils soutenaient que ma réussite financière massive était le résultat direct de leur éducation et que, par conséquent, mes actifs étaient des actifs familiaux. J'ai lu le document 3 fois. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, une froideur étrange et profonde a envahi tout mon corps. Le moindre résidu de culpabilité, la moindre petite voix au fond de ma tête qui disait « Peut-être que je devrais essayer d'arranger les choses avec ma famille » est morte sur le champ dans ma cuisine. J'ai immédiatement décroché mon téléphone pour appeler la meilleure entreprise de sécurité privée de la région. En moins de 4 heures, une équipe de techniciens a envahi ma propriété. J'ai fait retirer toutes les serrures traditionnelles pour les remplacer par des scanners biométriques d'empreintes digitales haut de gamme. J'ai fait installer un système d'alarme périphérique et 6 caméras de vision nocturne à 360 degrés tout autour du domaine. Personne ne pouvait s'approcher à moins de 15 mètres de ma maison sans que je le sache. Au moment même où les techniciens partaient, mon téléphone a vibré. C'était Henri. J'ai répondu en appuyant sur le bouton d'enregistrement de mon écran. « Sylvain », a dit mon père. Sa voix était douce, condescendante, dégoulinante de ce faux charme d'homme d'affaires qu'il utilisait pour manipuler ses employés. « Je vois que tu as reçu les documents. Nous ne voulons pas en faire un grand spectacle public, mon fils. Tout cela peut se régler discrètement. Signe simplement l'acte de transfert. Donne à Maëlys la sécurité dont elle a désespérément besoin, et nous abandonnerons les poursuites aujourd'hui même. Nous pourrons redevenir une famille unie et heureuse. » J'ai regardé par la fenêtre locale mais sombre du lac. J'ai pris une profonde inspiration. « On se verra au tribunal, Henri », ai-je dit avec un calme absolu. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. C'était la toute première fois de mes 32 ans d'existence que je m'adressais à mon père par son prénom. Cela a brisé instantanément l'illusion de son autorité. « Espèce de petit ingrat arrogant », a-t-il commencé à hurler, son masque tombant complètement. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Il pensait vraiment que je m'effondrerais sous le poids d'une menace juridique. Il pensait que la peur d'un scandale public me ferait plier comme un château de cartes. But, ils oubliaient un détail crucial concernant ma personnalité. Toute ma carrière d'ingénieur structure repose sur l'identification des points faibles d'un système complexe et sur l'évaluation de la pression nécessaire pour faire s'effondrer l'ensemble de la structure. Je savais exactement où se trouvaient les fissures dans leur fondation, et j'allais faire s'écrouler tout l'édifice sur leur tête. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau élégant aux parois de verre de mon avocat, Gérald. La pièce sentait le cuir cher et le café frais. Gérald était un requin en costume sur mesure, un homme qui vivait pour détruire les poursuites abusives. Il s'est assis en face de moi, derrière son immense bureau en acajou, classant la pile géante de dossiers que je venais de déposer devant lui. Je n'avais pas seulement apporté quelques relevés bancaires. J'avais apporté une véritable forteresse de preuves. En effet, quand on grandit en sachant que sa famille ne vous protégera jamais, on apprend très tôt à se protéger soi-même. À partir de la semaine de mes 18 ans, j'avais tenu un registre méticuleux de chaque interaction financière avec mes parents.
J'avais conservé chaque email où il refusait de m'aider à payer mes livres. J'avais archivé chaque SMS où il me disait que je devais apprendre l'indépendance tout en se vantant d'acheter un nouvel ordinateur portable à Maëlys. Gérald a remonté ses lunettes sur l'arête de son nez, parcourant du regard les tableaux que j'avais compilés. Il a commencé à faire des calculs sur sa machine, le cliquetis discret remplissant la pièce. Lorsqu'il a enfin levé les yeux, un sourire acéré s'affichait sur son visage. « Sylvain » a dit doucement en se penchant en arrière dans son fauteuil. L'audace de leur plainte est presque magnifique dans sa stupidité. Regardons les chiffres de plus près. Il a tapoté son stylo plume de marque contre le dossier le plus épais. D'après les relevés financiers, les déclarations d'impôts et les relevés bancaires que nous avons obtenus par décision de justice, tes parents ont directement financé Maëlys à hauteur de 250 000 € au cours des 10 dernières années. Cela inclut les loyers de 5 appartements différents qu'elle a abandonnés, 3 projets d'entreprise ratés, 2 voitures et plusieurs vacances à l'étranger pour sa soi-disant santé mentale. Il a fait glisser un autre dossier beaucoup plus mince vers moi. Et voici le montant total du soutien financier qu'ils t'ont apporté, à toi, le fils qu'ils prétendent t'avoir façonné depuis la fin du lycée. Il a ouvert le dossier. Il était complètement vide. 0 €. Ils ont littéralement creusé leur propre tombe. Gérald a ri d'un ton sec. Toute leur action en justice repose sur l'idée qu'ils ont investi dans ta réussite. Mais tes preuves écrites prouvent sans l'ombre d'un doute qu'ils t'ont malicieusement privé de soutien tout en finançant massivement le train de vie luxueux de ta sœur. Leur argument juridique n'est pas seulement faible, c'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. Nous ne allons pas simplement faire rejeter cette affaire, Sylvain. Nous allons contre-attaquer pour obtenir le remboursement des frais de justice et demander des sanctions pour procédure abusive. J'ai hoché la tête, sentant le poids lourd sur ma poitrine commencer à s'alléger. J'étais armé. Je possédais l'arme ultime contre leur manipulation, la vérité froide et indéniable des mathématiques. Mais alors que je rentrais chez moi dans ma maison fortifiée au bord du lac, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement sur le siège passager. Les notifications explosaient à l'écran. Je me suis garé sur le bas-côté et j'ai déverrouillé l'appareil. Mon estomac s'est noué. J'avais l'avantage juridique, mais ma famille n'attendait pas qu'un juge détruise ma vie. Leur complice était déjà à l'attaque. Maëlys avait lancé un direct sur son podcast. Elle avait intitulé l'épisode « Survivre aux frères et sœurs toxiques et à l'abus financier ». J'ai regardé l'extrait qu'elle avait publié sur tous ses réseaux sociaux. Elle était assise dans sa chambre, totalement démaquillée, l'air pâle et profondément détresse. Elle fixait la caméra, des larmes coulant sur son visage, jouant le rôle de la victime brisée à la perfection. Mon propre frère, un millionnaire, essaie de laisser nos parents âgés à la rue, sanglotait-elle dans le micro haut de gamme que mes parents lui avaient acheté. Il utilise sa richesse massive pour nous écraser légalement, simplement parce que je lui ai demandé un petit espace pour travailler sur mon article. L'argent change les gens. Il les transforme en monstres froids et sans âme. S'il vous plaît, envoyez des ondes positives à ma famille pendant cette période sombre. La section des commentaires était un véritable déferlement de haine dirigée contre moi. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais rencontré, me traitaient de psychopathe, de porc capitaliste cupide et de fils indigne. Mais les trolls d'Internet n'étaient pas le vrai problème. Les véritables dégâts ont commencé 1 heure plus tard. Mon téléphone a sonné et l'affichage indiquait le nom de l'un de mes plus gros clients commerciaux, un promoteur qui planifiait un projet hôtelier de 50 millions € que je devais diriger. Sylvain, a dit le promoteur d'une voix froide et distante. Je vois passer des vidéos très dérangeantes sur Internet affirmant que tu essaies d'expulser ta famille. Nous accordons une grande importance à l'éthique au sein de notre entreprise. Nous devrons peut-être suspendre nos négociations contractuelles jusqu'à ce que cette crise de relations publiques soit résolue. La pression m'a frappé comme un coup physique. L'étau se resserrait. Henri et Béatrice utilisaient l'audience Internet de Maëlys pour détruire ma réputation professionnelle avant même que nous n'ayons mis les pieds dans un tribunal. Ils voulaient m'asphyxier financièrement pour me forcer à céder ma maison afin de sauver ma carrière. J'étais assis à mon îlot de cuisine, me massant les tempes, essayant de trouver un moyen d'arrêter l'hémorragie, quand mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Tante Astrid, la sœur aînée de ma mère. J'ai répondu, m'attendant à ce qu'un autre membre de la famille me hurle dessus pour me dire d'abandonner la maison. « Allô » ai-je dit, la voix épuisée. « Sylvain »
a dit doucement tante Astrid. Sa voix était calme, totalement exempte de l'hystérie frénétique de ma mère. J'ai vu la vidéo ridicule que ta sœur a postée. Je sais exactement ce que fait Béatrice. Elle utilise ce genre de manipulation depuis que nous sommes enfants. Je me suis redressé. Tu me crois? Je connais la vérité, a-t-elle répondu fermement. Et j'ai quelque chose qui va t'aider à les enterrer. Je t'envoie un échange de mets à l'instant même. Béatrice me les a envoyés il y a quelques mois, quand tu as acheté la maison. Mon ordinateur a émis un signal sonore. J'ai ouvert l'email d'Astrid. C'était une longue chaîne de messages entre ma mère et ma tante. En lisant, mon cœur a tambouriné contre mes côtes. Dans ces emails, Béatrice se vantait explicitement de son plan. Elle écrivait noir sur blanc qu'elle savait que je ne donnerais jamais volontairement la maison à Maëlys. Par conséquent, elle et Henri prévoyaient d'utiliser une poursuite abusive pour vider mes économies et me forcer à un accord à l'amiable. Elle qualifiait même ma carrière d'ingénieur de poursuite ennuyeuse et sans âme, affirmant que mon argent serait mieux utilisé pour financer le prétendu génie artistique de Maëlys. C'était la preuve irréfutable. C'était la preuve écrite de leur intention malveillante. Merci, Astrid, ai-je chuchoté, les yeux fixés sur l'écran brillant. Brûlé jusqu'aux fondations, Sylvain, a-t-elle répondu avant de raccrocher. Si vous appréciez cette histoire de lutte contre une famille toxique, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, Vengeance silencieuse. Laissez également un commentaire ci-dessous pour me dire dans quelle ville vous vivez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo auprès des personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, passons à la salle d'audience. L'audience de médiation obligatoire était prévue 2 semaines avant la date réelle du procès. C'était une étape juridique obligatoire, un dernier effort du système judiciaire pour empêcher les familles de s'autodétruire en public. Je me suis rendu au palais de justice dans ma voiture, n'éprouvant rien d'autre qu'une détermination froide et lourde. Je suis entré dans la salle de réunion stérile, éclairée par des néons, et je les ai vus assis là, Henri, Béatrice et leur avocat bas de gamme. Maëlys, bien sûr, n'avait pas daigné se déplacer. Elle était probablement occupée à enregistrer un autre épisode de podcast sur son traumatisme imaginaire. Henri et Béatrice offraient un véritable cours magistral de manipulation. Ma mère avait expressément enfilé un gilet uni et légèrement usé au lieu de ses vêtements de créateur habituels. Son maquillage coûteux était intentionnellement estompé sur les bords pour donner l'impression qu'elle avait pleuré toute la matinée. Mon père se tenait les épaules voûtées, jouant le rôle du patriarche épuisé et brisé qui voulait simplement guérir sa famille déchirée. Leur avocat, un homme transpirant dans un costume bon marché qui sentait fort le tabac froid et l'eau de Cologne bas de gamme, s'est raclé la gorge et a fait glisser une feuille de papier sur la table en bois verni. Nous sommes ici dans un esprit de compromis absolu et d'unité familiale, a déclaré l'avocat d'une voix beaucoup trop forte pour la petite pièce. Mes clients ne veulent pas traîner leur propre fils dans la boue. Ils sont prêts à faire une concession très généreuse aujourd'hui. Si Sylvain accepte simplement d'ajouter Maëlys sur l'acte de propriété du domaine en tant que copropriétaire à 50% et de lui permettre de résider sur la propriété, M et Madame Lefebvre abandonneront complètement les poursuites. Ils renonceront même à leur droit de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral. J'ai fixé la feuille de papier. Puis j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de ma mère. Elle a laissé couler 2 larmes de crocodile parfaites sur ses joues poudrées. Sylvain, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante d'une fragilité bien travaillée. Je veux juste que ma famille soit réunie. Je n'arrive plus à dormir la nuit en sachant que mes enfants se déchirent ainsi. Partage simplement ta réussite avec ta sœur et nous pourrons tous revenir à notre vie d'avant. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage. J'ai gardé un silence absolument terrifiant. Je l'ai regardé avec le même détachement émotionnel que j'utiliserais pour inspecter une fondation en béton fissuré. Je voulais qu'elle ressente le vide absolu là où mon amour pour elle résidait autrefois. Gérald, assis bien droit à côté de moi, a laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne péniblement gênant pour la partie adverse. Puis il a souri. C'était un sourire de requin, terrifiant. Il a plongé la main dans sa mallette en cuir et en a sorti un dossier très mince. Il ne l'a pas ouvert. Il a simplement posé sa main bien à plat dessus. Nous apprécions votre offre incroyablement généreuse visant à voler la propriété de 3 millions d'euros de mon client sans combattre, a dit Gérald d'une voix douce, dégoulinante d'un sarcasme venimeux.
Cependant, nous refusons poliment. Mon client ne cédera pas un seul centimètre de son domaine et ne vous versera pas un seul centime. De plus, nous vous recommandons vivement de reconsidérer l'opportunité d'aller jusqu'au procès. Si vous le faites, nous produirons des preuves qui démontrent une intention malveillante, y compris des correspondances écrites planifiant cette tentative d'extorsion exacte. L'avocat de mes parents a dégluti difficilement, ses yeux fixant le dossier sous la main de Gérald. La posture triste et voûtée d'Henri a instantanément disparu, remplacée par une panique rigide. Béatrice a cessé de pleurer en plein milieu d'une larme. La médiation avait échoué, exactement comme je l'avais prévu. Je voulais qu'il fasse face à l'humiliation publique totale d'une salle d'audience. J'ai boutonné la veste de mon costume gris sur mesure, je me suis levé sans dire un mot à mes parents et je suis sorti. Le vrai spectacle allait commencer. Le matin du procès semblait différent de tous les autres jours de ma vie. L'air était frais et le ciel d'un bleu éclatant sans aucun nuage. J'ai conduit jusqu'au tribunal de grande instance, l'esprit incroyablement clair. Je portais mon plus beau costume gris foncé sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate bleue subtile. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, un professionnel indépendant et accompli qui avait bâti son empire de ses propres mains. La salle d'audience était un espace imposant et intimidant, lambrissé de chaînes sombres. Je me suis assis à côté de Gérald à la table de la défense. De l'autre côté de l'allée, le cirque de la famille Lefebvre battait déjà son plein. Henri portait un vieux costume mal ajusté que je savais pertinemment qu'il n'avait pas porté depuis 15 ans, essayant visiblement d'avoir l'air en difficulté financière. Béatrice serrait un mouchoir en dentelle, tamponnant ses yeux secs chaque fois que quelqu'un passait près de leur table. Et puis il y avait Maëlys. Elle avait choisi de porter une robe noire sobre, essayant d'avoir l'air respectable, mais elle gâchait complètement l'illusion en tenant son téléphone sous la table. Faisant défiler furieusement ses réseaux sociaux et vérifiant ses notifications pendant que ses parents se battaient pour son avenir financier. La lourde porte en bois derrière le bureau du juge s'est ouverte et l'huissier a annoncé l'arrivée de la juge Valérie. C'était une femme d'allure sévère, d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés coupés courts et au regard d'acier. Elle avait la réputation légendaire d'avoir une tolérance zéro pour les procédures abusives et les théâtralités de salle d'audience. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes de lecture et a examiné le dossier de l'affaire avec une moue de désapprobation évidente. Avocat de la partie demanderesse, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire, a dit la juge Valérie d'un ton déjà empreint d'impatience. L'avocat de mes parents s'est levé, transpirant nerveusement sous les néons de la salle d'audience. Il s'est lancé dans un discours théâtral et décousu sur les liens sacrés de la famille. Il a parlé de l'obligation morale d'un enfant qui réussit à rendre à ses parents qui ont tout sacrifié pour l'élever. Il m'a dépeint comme une machine corporatiste froide et calculatrice qui avait abandonné sa sœur prétendument douée pour l'art et en prétendue difficulté financière. C'était un récit dégoûtant et manipulateur, conçu uniquement pour jouer sur les émotions, car il n'avait absolument aucun fait sur lequel s'appuyer. Il parlait depuis à peine 5 minutes quand la juge Valérie a saisi son marteau et l'a frappé sèchement contre le socle. Le coup sec a résonné dans la salle silencieuse. « Maître, permettez-moi de vous arrêter là », l'a interrompu la juge Valérie, le regardant par-dessus ses lunettes. « Nous sommes dans un tribunal, pas dans une émission de télévision d'après-midi. Vos clients réclament l'enrichissement sans cause et revendiquent une part de 50% dans une propriété immobilière de 3 millions d'euros. Disposez-vous de documents financiers concrets montrant que vos clients ont contribué à l'achat de ce domaine? Avez-vous des relevés bancaires, des accords de co-signature d'emprunt, quoi que ce soit? » L'avocat a bafouillé, s'essuyant le front du revers de la main. « Eh bien, votre honneur, nous soutenons que le soutien émotionnel fondamental apporté durant son enfance équivaut à une part de capital tacite. » La juge Valérie a laissé échapper un long et lourd soupir qui traduisait clairement son profond mépris. « Gardez la poésie pour les plaidoiries finales. Maître, appelez votre premier témoin. Voyons si vous avez de vraies preuves à me présenter aujourd'hui ou si vous me faites perdre mon temps. » J'ai jeté un coup d'œil à mon père. L'air suffisant et confiant avec lequel il était entré commençait à s'évanouir. Gérald s'est penché vers moi et a murmuré, « C'est le moment de porter le coup de grâce. » Henri Lefebvre a été appelé à la barre des témoins. Il a gravi les marches en bois, s'efforçant de projeter l'image d'un père fort mais blessé, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a prêté serment. Son propre avocat lui a posé une série de questions douces et orientées, lui permettant de discourir sur la façon dont il avait fourni un foyer aimant et stable qui m'avait permis de me concentrer sur mes études et de devenir un ingénieur structure accompli.
Il a parlé magnifiquement des valeurs familiales. Puis ce fut au tour de Gérald pour le contre-interrogatoire. Gérald s'est levé lentement, boutonnant sa veste. Il n'a pas crié. Il n'a pas arpenté la salle. Il s'est simplement avancé vers le pupitre, a ouvert son épais dossier et a regardé mon père avec la précision d'un chirurgien tenant un scalpel. Monsieur Lefebvre, vous venez de témoigner sous serment avoir soutenu financièrement et émotionnellement votre fils, Sylvain, tout au long de ses années d'études universitaires. C'est exact, a demandé Gérald d'une voix calme et fluide. Oui, tout à fait. Nous avons posé les bases de sa réussite, a répondu Henri en bombant le torse. Gérald a sorti une liasse de papier. J'ai en main les relevés officiels des comptes de prêts étudiants de Sylvain Lefebvre. Selon ces documents, Sylvain a obtenu son diplôme avec 75 000 € de dettes étudiantes écrasantes. Pouvez-vous me montrer un seul virement bancaire, un seul chèque ou un seul dépôt d'espèces effectué par vous ou votre épouse pour l'aider à payer ses frais de scolarité, ses manuels ou son logement pendant ses 4 années d'université? Henri a bougé inconfortablement sur sa chaise en bois. Son visage a commencé à se couvrir de taches rouges. Nous pensions qu'il était incroyablement important pour Sylvain d'apprendre la valeur de l'argent. Nous lui enseignons l'indépendance financière. Je vois, a souri Gérald d'un air acéré. L'indépendance financière. C'est une magnifique philosophie parentale. Parlons maintenant de votre autre enfant, Maëlys. Gérald a sorti un énorme et lourd classeur et l'a posé lourdement sur le pupitre. Le bruit a fait sursauter Béatrice sur son siège. Nous avons obtenu vos relevés bancaires sur commission d'office, monsieur Lefebvre. Selon ces documents, au cours de la même période de 10 ans où vous donniez 0 € à Sylvain pour lui apprendre l'indépendance, vous avez transféré un total de 250 000 € directement sur les comptes de Maëlys. Cela inclut le paiement de ses loyers, 2 véhicules différents et le capital de départ pour 3 projets d'entreprise ratés. Maëlys n'avait-elle pas besoin d'apprendre la valeur de l'argent? Objection. Non pertinent, a hurlé l'avocat adverse en se levant d'un bond. Rejeté, a répliqué instantanément la juge Valérie, se penchant en avant, les yeux fixés sur Henri. La partie demanderesse a elle-même ouvert la porte aux contributions financières. Vous pouvez répondre à la question, monsieur Lefebvre. Henri transpirait abondamment à présent. Maëlys a une constitution plus fragile. Elle avait besoin de plus d'aide pour trouver sa voie. C'est complètement différent. Gérald n'avait pas fini. Il s'est tourné vers la juge. Votre honneur, la partie demanderesse prétend vouloir simplement ce qui est juste pour sa fille. Je voudrais soumettre la pièce de la défense des. Il s'agit d'une demande de prêt remplie par Maëlys Lefebvre il y a tout juste 3 semaines. Sur ce document, elle a tenté d'utiliser le domaine de mon client estimé à 3 millions € comme garantie pour un prêt commercial de grande envergure, en essayant d'imiter sa signature dans les marges. Un murmure de stupéfaction a parcouru toute la salle d'audience. Même l'huissier a haussé les sourcils. La juge Valérie a arraché le document des mains du greffier, ses yeux parcourant la signature imitée. Et enfin, votre honneur, a dit Gérald, élevant légèrement la voix pour couvrir les murmures de l'assistance. Pour répondre à l'affirmation selon laquelle la richesse de mon client est destinée à soutenir sa famille, je soumets la pièce. Des emails envoyés par Béatrice Lefebvre à sa sœur Astrid, indiquant explicitement leur intention d'intenter ce procès non pas pour son bien-fondé juridique, mais pour vider les économies de mon client et le forcer à céder sa propriété pour financer le train de vie de Maëlys. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. L'épaisse couche de maquillage sur le visage de ma mère a semblé se fissurer sous l'effet de la stupeur alors que sa mâchoire se décrochait d'horreur. Elle venait de réaliser que sa propre sœur m'avait fourni l'arme du crime. Maëlys avait enfin lâché son téléphone, les yeux écarquillés par une panique pure. Les fondations toxiques et arrogantes de la famille Lefebvre venaient d'être complètement réduites en poussière. Un silence étouffant régnait dans la salle d'audience lorsque Gérald s'est enfin rassis. Henri a presque trébuché en descendant de la barre des témoins, le visage blême et totalement vidé de son autorité arrogante habituelle. Leur avocat n'a même pas tenté d'appeler Béatrice ou Maëlys à la barre. Il savait que l'affaire était un naufrage total, et que soumettre l'une ou l'autre de ces femmes à un serment sous le feu des questions de Gérald risquait d'aboutir à des poursuites pour parjure. Habituellement, un juge suspend l'audience pour examiner les preuves dans ses bureaux avant de rendre un verdict. La juge Valérie n'a même pas quitté son siège. Elle a empilé soigneusement les documents sur son bureau, a retiré ses lunettes de lecture et a regardé ma famille avec une expression de dégoût pur et absolu.
Je siège dans ce tribunal depuis 22 ans, a commencé la juge Valérie, sa voix résonnant fortement contre les murs en bois. Et j'ai rarement vu un abus aussi flagrant et éhonté du système judiciaire. Mais Madame Lefebvre, vous êtes venue dans cette salle d'audience en essayant d'utiliser la loi comme une arme pour extorquer votre propre fils. Vous n'avez apporté absolument aucune preuve de contribution financière à la propriété en question. En revanche, la défense a prouvé de manière écrasante que vous avez systématiquement privé de soutien le défendeur tout en finançant de manière disproportionnée le train de vie de votre fille adulte. Béatrice a laissé échapper un gémissement bruyant et pathétique, mais la juge Valérie l'a totalement ignoré. La loi n'existe pas pour imposer vos dynamiques familiales toxiques, a poursuivi la juge, haussant le ton et l'autorité. La loi n'exige pas d'un enfant qui réussit qu'il compense les échecs parentaux et le favoritisme flagrant qu'il a subi. La plainte des demandeurs pour enrichissement sans cause est totalement infondée, abusive et, franchement, insultante pour ce tribunal. J'ai senti un poids immense et invisible s'envoler de mes épaules. Le souffle que je retenais depuis 10 ans a enfin quitté mes poumons. Par conséquent, le tribunal statue entièrement en faveur du défendeur, Sylvain Lefebvre. La plainte des demandeurs est rejetée de manière définitive, ce qui signifie que vous ne pourrez plus jamais apporter ces inepties devant mon tribunal. La juge Valérie a saisi son stylo et a commencé à rédiger l'ordonnance avec vigueur. De plus, parce que ce procès a été intenté avec une intention malveillante évidente de harceler et d'extorquer, j'accorde la demande reconventionnelle du défendeur. Les demandeurs sont par la présente condamnés à payer 100% des frais de justice du défendeur. Henri a agrippé le bord de la table de la partie demanderesse si fort que ses articulations en sont devenues complètement blanches. Mais la juge Valérie n'avait pas fini. En plus des frais de justice, je condamne les demandeurs Henri et Béatrice Lefebvre à une amende civile de 10 000 € pour avoir fait perdre son temps au tribunal avec une procédure abusive. Ce montant est payable directement au défendeur sous 30 jours. Si vous ne payez pas, j'autoriserai la saisie de vos comptes bancaires et de vos fonds de retraite. L'audience est levée. Elle a abattu son lourd marteau de bois dans un claquement assourdissant. C'était fini. Nous avions gagné. C'était une victoire totale, écrasante et absolue. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Henri fixait le mur d'un air absent, totalement paralysé par la ruine financière qu'il venait de s'infliger. Béatrice sanglotait hystériquement dans ses mains. Mais il n'y avait plus de caméra ici, plus de public à manipuler. Et Maëlys. Maëlys me fixait avec un regard de haine pure et non filtré, réalisant que son distributeur de billets personnels était définitivement hors service. Je n'ai pas jubilé. Je ne leur ai pas dit un seul mot. J'ai simplement pris ma mallette, serré la main de Gérald et suis sorti de la salle d'audience. Mais en poussant les lourdes portes en bois pour sortir sous le soleil éclatant, je savais que les conséquences de leur cupidité n'allaient pas s'arrêter aux marches du tribunal. L'effondrement ne faisait que commencer. Les suites du procès ont été rapides, brutales et entièrement publiques. On ne peut pas intenter un procès frauduleux et massif contre un ingénieur structure de premier plan dans une ville de taille moyenne sans que les médias locaux n'en soient informés. Le week-end suivant le verdict, le plus grand journal économique de la région a publié un long article détaillant ce procès abusif. Le journaliste avait eu accès aux transcriptions publiques de l'audience, et tout y était exposé, le favoritisme financier massif, la fausse demande de prêt, les emails malveillants. La réputation professionnelle d'Henri s'est volatilisée du jour au lendemain. Il était consultant principal pour plusieurs grandes entreprises de logistique de la ville. Moins de 48 heures après la publication de l'article, 3 de ses plus gros partenaires commerciaux ont résilié ses contrats. Personne ne voulait faire affaire avec un homme publiquement condamné pour avoir tenté de dépouiller légalement sa propre chair. Béatrice a subi une autre forme de ruine. Sa vie entière tournait autour de son statut au sein d'un club de golf d'élite très huppé. Les femmes de son cercle ont lu l'article. Soudain, Béatrice s'est retrouvée exclue des galas de charité, retirée des conseils d'administration des comités et complètement rejetée lors des déjeuners hebdomadaires. Elle avait passé des décennies à construire la façade d'une mère parfaite et aimante, et les transcriptions du tribunal l'avaient brisée en 1 million de morceaux irréparables. But et Maëlys, l'enfant gâté, qui a le plus souffert de cette défaite. Sa réalité fragile et imbue d'elle-même s'est complètement effondrée. Henri ayant perdu ses contrats de conseil et devant payer mes frais de justice colossaux, en plus de l'amende de 10 000 €, la banque de maman et papa était officiellement fermée. Les financements du podcast de Maëlys se sont taris. Son loyer n'était plus payé.
2 semaines après le procès, l'alarme périphérique de ma propriété s'est déclenchée à 2 heures du matin. Je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone et j'ai affiché les flux des caméras de sécurité. Maëlys se tenait devant la lourde grille en fer de mon domaine. Elle hurlait dans l'interphone, secouant violemment les barreaux métalliques, exigeant que je la laisse entrer. Elle avait l'air complètement désaxée. Elle criait qu'elle avait été expulsée de son appartement de luxe et que je lui devais un toit parce que j'avais gâché la vie de nos parents. Je ne suis pas sorti. Je n'ai même pas allumé les lumières extérieures. J'ai simplement appuyé sur un bouton de mon téléphone pour me connecter directement au poste de police local. J'ai signalé une intruse qui tentait de s'introduire sur ma propriété. Comme nous avions gagné le procès de manière si décisive, Gérald avait facilement obtenu une ordonnance de protection permanente contre 3. Maëlys violait actuellement une décision de justice directe. Je me tenais sur mon balcon du premier étage, caché dans l'ombre, tenant une tasse de café noir bien chaude. J'ai regardé en silence 2 voitures de police remonter mon allée privée, leurs gyrophares bleus projetant des lueurs violentes contre les arbres sombres. Les policiers sont sortis en lui intimant l'ordre de se calmer. Maëlys a essayé de leur hurler dessus, tentant de jouer les victimes, mais les agents n'ont pas cru à sa comédie. J'ai regardé l'enfant roi se faire passer les menottes. Elle se débattait et pleurait, criant mon nom vers la maison sombre, me suppliant de sortir pour la sauver. J'ai bu une lente gorgée de mon café pendant qu'il la faisait monter à l'arrière d'un panier à salade pour l'emmener dans la nuit. Elle allait passer les 5 jours suivants en garde à vue et en détention provisoire pour violation de domicile et non-respect d'une ordonnance de protection. Je n'ai éprouvé aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai regardé les feux arrière disparaître au bout de l'allée. Et pour la première fois de mes 32 ans de vie, l'air dans mes poumons m'a semblé totalement pur. L'infection toxique qui avait empoisonné toute mon existence était enfin définitivement éliminée. 6 mois plus tard, j'ai fêté mon 33e anniversaire. J'ai organisé une immense fête dans mon domaine au bord du lac. La maison baignait dans une lumière chaleureuse, et la grande terrasse donnant sur l'eau était remplie de monde. Pourtant, il n'y avait pas une seule personne partageant mon ADN, à l'exception de tante Astrid, qui était assise près du brasero extérieur, riant en sirotant un excellent verre de vin rouge. Les invités étaient mes collègues, mes mentors, les promoteurs qui respectaient mon travail, et des amis qui avaient prouvé leur loyauté au fil des ans. Gérald était là lui aussi, appuyé contre la rambarde du balcon, une bière artisanale à la main. Il a levé sa bouteille dans ma direction depuis l'autre bout de la terrasse, m'offrant un toast silencieux à cette paix incroyable que nous avions tant lutté pour obtenir. La maison ressemblait enfin à un foyer. Ce n'était plus seulement une forteresse que je devais défendre. C'était un sanctuaire. Les 3 millions d'euros investis dans ce domaine n'étaient rien comparé à la valeur inestimable de la sérénité que je ressentais chaque fois que j'en franchissais la porte. J'avais remboursé une grande partie de mon crédit grâce aux primes de mes derniers projets d'ingénierie. Ma carrière décollait littéralement, débarrassée du poids étouffant de ma famille qui nuisait à ma santé mentale. Henri, Béatrice et Maëlys étaient complètement effacés de ma vie. Les barrières juridiques étaient en béton armé. J'ai appris par des connaissances que Maëlys travaillait désormais dans un magasin de détail pour un salaire minimum, forcé de pointer et de faire face à la réalité pour la première fois de sa vie. Mes parents ont dû vendre leur maison pour en acheter une plus petite afin de rembourser leurs dettes croissantes. Ils ont récolté exactement ce qu'ils avaient semé, et j'ai gardé exactement ce que j'avais bâti. Je me tenais au bout de mon ponton privé, écoutant le doux clapotis de l'eau contre les pilotis en bois. J'ai levé les yeux vers les étoiles, songeant au long et brutal voyage qu'il avait fallu entreprendre pour en arriver là. La société nous dit que la famille est tout. On nous dit que le sang est plus fort que l'eau et qu'il faut pardonner aux personnes qui partagent nos gènes, peu importe la façon dont elles nous traitent. Mais j'ai appris à mes dépens que l'ADN ne crée pas une famille. Ce sont le respect, l'amour et le soutien mutuel qui la façonnent. Si les personnes qui vous ont donné la vie ne vous considèrent que comme un outil à exploiter, un distributeur automatique à vider ou un bouc émissaire pour porter leurs échecs, vous ne leur devez absolument rien. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de s'éloigner de ceux qui sont censés vous aimer le plus, et de verrouiller la porte derrière vous.